Alors Shabbat, on a parlé, enfin moi, je sais que Rabbi Hillel, il a parlé aussi ici, mais moi je parlais dans 3 endroits différents de même problématique. Est-ce qu'on se doit ou pas? Beaucoup de gens, encore hier, il y a quelqu'un qui m'a demandé, il m'a dit alors qu'est-ce qu'il faut penser de cet accord des otages? Évidemment, on a nos deux sentiments qui sont un petit peu contradictoires, partagés. D'un côté, évidemment, combien ça nous fait plaisir de voir les scènes de retrouvailles, des otages, des gens qui étaient 470 jours dans le Guéhinam. Et là, au Hachem, ils ont retrouvé leur maman, les mamans qui ont retrouvé leurs enfants, des mamans qui chaque instant, imaginez-vous, mettez-vous un petit peu à leur place, des mamans qui chaque instant, on leur disait, ton fils il va revenir, il va pas revenir, il va revenir, il va revenir. Il y a les accords, non, il n'y a pas l'accord. Ah, ils ont rajouté un truc. Ça fait 2 ans et tu imagines combien ça doit faire mal ici. Au Hachem, tout ça. Exactement. Tout ça pour ces 3 familles, au Hachem, ça s'est bien terminé pour ces 3 familles. Qu'est-ce qu'il en est pour les autres? Est-ce que véritablement on doit? D'un autre côté, il y a la famille des soldats qui sont morts. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, après le shiur, dimanche, il m'a envoyé des messages disant voilà, regarde, ils vont libérer lui. Il envoie la photo de toute la famille qui a été tuée par ce terroriste. Il dit celui-là, ils vont l'envoyer, celui-là, ils vont le délivrer. Et il y a des gens qui disent, ouais, regarde Gilad Shalit, quand ils l'ont libéré, il marche chez moi, Sinoir, et voilà ce que ça a donné. Alors rapidement, évidemment, on peut pas avoir de point de vue. Qui peut se targuer, qui peut dire, moi j'ai le bon, je sais c'est quoi le bon choix. Qui peut dire ça? Discute. Si tu penses qu'il faut pas libérer, alors va discuter 2 minutes avec des familles d'otages. Et si tu penses faut libérer, va discuter 2 minutes avec des familles de soldats. D'accord? Qui peut se targuer de dire? La seule personne qui peut se targuer de dire ça, c'est qui? C'est la Torah. C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il connaît les vraies choses, les vrais bons choix. D'ailleurs, quand vous voyez dans toute époque, que ce soit à l'époque d'Antébé, le président de l'époque, qui n'était pas le plus religieux, Yitzhak Rabin, il est parti voir Ovadia Yosef. J'ai vu, cette semaine, j'ai relu Ovadia Yosef. Il y a plusieurs versions de l'histoire, si c'est la famille, si c'est Yitzhak Rabin qui est venu poser la question à Ovadia Yosef. En tout cas, quand ils ont réécrit le livre, les responsables de Rav Ovadia Yosef, il a dit Yitzhak Rabin, il écoutait les rabbinim. Je ne sais pas s'il écoutait vraiment sur tout le point, mais en tout cas, sur ce point-là, il ne pouvait pas. Comment le président, il est tout seul à prendre... J'étais choqué, parce qu'il paraît que Yitzhak Rabin, il écoutait beaucoup les rabbinim. Alors, je ne sais pas. Hier soir, en tout cas, il est évident que, voilà, à ce moment-là, à ce moment, il a écouté, il a accepté le choix, mais ils ont fait mieux, ils ont lancé une opération qui a sauvé tout le monde sans avoir besoin de délivrer. Donc, il est évident que la seule façon de penser et d'être, en fin de compte, après coup, et de dire on a fait le bon choix, c'est de savoir quel est le choix de la Torah. D'accord, même après coup, les gens encore jusqu'à... C'est étonnant, mais c'est vrai que les gens, ils ont discuté beaucoup de ça une fois que l'accord a été signé. Pourquoi? Parce que les gens, ils disent, est-ce qu'on véritablement on a fait le bon choix? Est-ce que, ultérieurement, en fin de compte, on va pas le regretter? Alors voilà. Alors rapidement, il a dit Rabbi Hillel, je refais juste la première partie très très rapide en quelques minutes. Rapidement, Rabbi Hillel, il a dit que normalement, il y a une Mishnah dans Masret, Gittin, qui dit En podin et tajvouim yoter de même. Ça veut dire on n'a pas le droit de racheter des prisonniers plus cher que leur valeur. C'est-à-dire que la Torah, alors la Gemara là-bas, il y a deux explications. Pourquoi? Première explication, parce qu'il faut bien donner une limite. S'ils vont demander 10 milliards, alors quoi? Tu vas faire peser et tu vas dire à tout le monde va chez ton banquier, tu prends un crédit pour qu'on puisse libérer. Il faut donner une limite. Donc, yoter de même, non. Plus cher que la valeur, non. Deuxième avis dans la Gemara, c'est celui-là qui est retenu. Pourquoi? Pour ne pas créer un engrenage. Parce que si tu vas commencer à donner aujourd'hui 1 million, demain ils vont demander 2 millions, etc., etc. Ça, c'est retenu là à la halakha. Donc pourquoi on n'a pas le droit de racheter un prisonnier plus cher que sa valeur? Parce que pour ne pas créer un engrenage. D'accord? Première nuance. Première explication, déjà définition. On a mis des limites. Voilà, on a mis des limites. Première définition, ça veut dire quoi plus cher que leur valeur? Alors il y a plusieurs explications. Dans les premiers, Maharam Iloublin, il dit que c'est quoi plus cher que sa valeur? C'est-à-dire la valeur d'un esclave. Alors aujourd'hui, ça ne nous aide pas beaucoup parce qu'on ne sait pas c'est quoi la valeur d'un esclave. Mais en tout cas, comme ça, il dit le Maharam Iloublin. Le rat de base, il dit c'est quoi plus cher que sa valeur? Plus cher que ce qu'on demande pour un otage goy. Pour un otage goy, combien ils donnent? Pour Ingrid Betancourt, combien ils ont donné? 5, 10, je pense que c'est entre 5 et 20 millions ils donnent. D'accord? Même s'ils ne disent pas, ouais, ils donnent énormément d'argent.
Même s'ils le disent pas, ils disent non, l'État français, il négocie pas, etc., etc. Vous inquiétez pas. Il y a de l'argent. Que quand ils vous disent qu'un otage français a été libéré, c'est qu'il y a une belle valise qui est passée. En tout cas, voilà, comme ils donnent un point à un Français, nous on donne pour un Juif. Pas plus. Pourquoi? Parce que sinon ils vont dire bon bah on va prendre des Juifs. Ça... On a échangé contre des Arabes. Comment elle coûte Alors une seconde, Radak. Là c'est un autre paragraphe, c'est un autre chapitre, c'est celui qu'on va traiter aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé malheureusement avec Ilan Halimi, Zichrono Livracha, ils ont demandé 500 000 euros. Alors, c'est pas énormément 500 000 euros. Après, il faut voir évidemment dans le contexte. Quand c'est un otage en Afrique ou quand c'est un otage, un kidnapping en France. Peut-être qu'un kidnapping en France, ils demandent moins les gens. D'accord ? Faudrait voir. En tout cas, malheureusement, ils ont trop tardé. Et donc, à cause de ça, pauvre Ilan Halimi, il s'est fait tuer. En troisième définition, il dit le Rav Wosner, il dit c'est quoi le terme IRDDMM, plus cher que sa valeur. Évidemment, ça évoluera selon le grade de la personne. Si la personne c'est un grand général d'armée, alors il vaut plus cher. Mais Si- on peut pas dire ça. Comment? Alors dans la Regarde, pour l'instant, Radak, il fait bien de nous faire remarquer. Il fait 10 personnes, un enfant de 8 mois. Alors un enfant, c'est plus attendrissant. Peut-être qu'on devrait racheter plus cher, etc., etc. T'as raison. C'est assez difficile à Mais définir. comment on peut Mais- mettre une valeur sur les otages? Alors- Ça, j'arriverai jamais à comprendre. On met une valeur, en tout cas d'après Rav Wosner, hein, on met une valeur par rapport à ce qu'il peut apporter à la communauté. Tu sais qu'un otage a aucune valeur. Moi, j'arriverai jamais à comprendre. Ah ouais, t'as raison. Alors bon, J'ai été là-bas En tout pendant cas, le tout- 7 octobre. tout ça, c'était juste vis-à-vis de la valeur pécuniaire, comme il a fait remarquer. Là, on est seulement à l'époque où il demandait que de l'argent. La personne, elle pouvait finir sa vie dans une prison, mais il ne la tuait pas. Demande, Tosfot, a priori, il y a une Gemara un petit peu plus tard, dans Masechet Gittin, et qui nous raconte, la Gemara, elle nous raconte quelque chose d'assez tragique. Elle nous raconte Rabbi Yoshua ben Hanania. Il allait à Rome, et voilà que, en arrivant à Rome, dans un petit village à côté, on lui dit, tu sais, Rabbi Yoshua, il y a un petit enfant en prison, il est très très Talmid Chacham. Il est parti, il lui a posé des questions, il a vu qu'effectivement c'était un Talmid Chacham, il a dit, je ne bouge pas d'ici tant qu'on ne le rachète pas à n'importe quelle somme. Soit il demande, moi tu viens de contredire. Il y a 2 minutes, la Mishnah elle a dit qu'on n'achète pas plus cher que sa valeur, et là il dit à n'importe quelle somme. Réponds Tosfot 3 réponses. Première réponse, ici, première réponse de Tosfot, en vérité, tu as raison qu'on ne rachète pas plus cher que sa valeur. Mais, dans un moment de Chorban Abaït, dans un moment... Alors, première réponse de Tosfot, déjà on va commencer par celle-là, quand c'est un Talmid Chacham, c'est spécial. Un Talmid Chacham, on le rachète à n'importe quelle valeur. C'est pas du chauvisme, d'accord? Mais c'est un Talmid Chacham, c'est autre chose. Première réponse de Tosfot. On va pas trop s'y attarder, ça nous concerne pas aujourd'hui. Bon, on va pas dire est-ce qu'aujourd'hui il y a vraiment des Talmidei Chachamim, parce qu'il y a dans beaucoup de halachot, on considère qu'aujourd'hui il y a plus de Talmidei Chachamim. Mais c'est rare. Alors, on raconte. J'aimerais pas comprendre. Ouais, alors c'est dur. Parce que un Talmid Chacham, tu as dit, c'est aucune. Ça a plus de valeur. Il a aucune valeur pour payer. Voilà. Mais les jeunes là qui ont fait la fête, c'était des jeunes qui faisaient la fête et ils s'en fait égorger. Alors, peut-être ils sont pas du tout dans les moules. Alors, on n'a pas parlé de religieux par religieux, on a parlé de Talmid Chacham, c'est spécial. Ça veut dire même s'il y a plein, il y a que des religieux, ils mettent tous les matins tzitzit, tefillin, ils étudient, etc. Il y en a un, c'est un Talmid Chacham, c'est spécial. Talmid Chacham, dans beaucoup de choses, c'est spécial. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette notion de Talmid Chacham. Talmid Chacham de l'époque, c'était vraiment quelque chose de spécial. C'était dans beaucoup de halachot, encore une fois. Aujourd'hui, on ne considère plus Talmid Chacham, il ne payait pas les impôts. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un Talmid Chacham? Alors il y en a qui disent que non. Malheureusement, ça ne vient pas dénigrer les rabbinim de notre époque. Mais c'est pas le même niveau, effectivement. Quand vous écoutez déjà des histoires sur il y a 200 ans sur Rabbi Yaakov, d'accord? Même il y a 50 ans sur Baba Saleh, déjà c'était un autre level. Bon, en tout cas, première réponse de Tosfot, Talmid Chacham c'est différent. Deuxième réponse de Tosfot,
pendant le Chorban Abayit, ici il faut se remettre à l'époque, l'histoire de Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est à l'époque du Chorban Abayit, de la destruction du Beth Amikdash. Tout le monde était sous l'emprise des Romains, ça se passait mal, c'était compliqué. Tu vas pas trop risquer de créer un engrenage. D'accord? Donc tu payes n'importe quel prix. Troisième réponse de Tosfot, et c'est là qui va être retenue d'après beaucoup la halacha, quand il y a un danger de mort, là on rachète à n'importe quel prix. Tout ce qu'on a dit qu'on rachète jusqu'à un prix, d'accord, plafonné, c'est pour libérer de prison. Comme ce qui se passe quand il y avait des Bahouim qui se sont fait attraper ou des jeunes Israéliens qui se sont fait attraper, je sais pas, au Japon parce qu'ils transportaient de la drogue. Là, tu rachètes pas plus que la valeur. La caution, etc., pas plus. Mais quand c'est un risque de mort, et on raconte comme ça sur le Maharam Mirotenbourg, il a été attrapé. Et le Maharam Mirotenbourg, il a été attrapé. Et ils ont demandé une somme. Et il a dit non, c'est trop cher, vous me rachetez pas. Vous me laissez là-bas. Et il a fini sa vie en prison, mort en prison. Malgré que c'était le grand de la génération. Imagine-toi un petit peu Ovadia Yosef en prison. Il n'y avait pas de danger de mort, donc il est resté. Ok. Donc quand il y a un danger de mort, c'est différent. Ok. Ici, aujourd'hui, a priori, ça devrait clore le débat. Aujourd'hui, combien il y a un danger de mort pour les otages? Donc, il n'y a plus de notion de yoter mirdé des mêmes plus cher que leur valeur. Ici où ils sont en danger de mort, il faut racheter à n'importe quel prix. C'est bon? Ça, c'était le sujet de Rabbi Hillel, Shabbat. Maintenant, la question, le chapitre qu'on va traiter aujourd'hui rapidement, c'est... Aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils ne demandent pas d'argent. Ils demandent en contrepartie des terroristes. Mais aujourd'hui, avec les intelligences artificielles... Alors, première chose, s'ils demandent 1000 personnes contre un juif, a priori, on a dit que nous, quand il y a un danger de mort, on ne va pas d'après la valeur. Donc même si un juif c'est Vadaï qui vaut... D'accord? Mais même si on va dire que c'est pas logique de donner, il faudrait donner un contre un. Quand bien même, puisqu'il y a un danger de mort, on ne réfléchit pas comme ça. Le seul problème, c'est qu'ici, c'est quoi? C'est qu'ici, ils demandent des terroristes. Et ces terroristes, ils risquent de mettre en danger encore plus de gens. Donc, en fin de compte, on est dans une autre souga maintenant. On n'est plus dans la souga de racheter des prisonniers. Parce que du fait de racheter des prisonniers, on a dit on rachète. La question, elle est, est-ce qu'on peut mettre en danger des centaines de personnes pour sauver une vie juive? Alors ça, logiquement, non. Mais est-ce qu'on peut mettre en danger ultérieurement, ou on va dire de manière pas sûre, des milliers de juifs pour sauver une personne qui est vadaï en danger à l'instant? C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit, est-ce qu'un juif passe avant, un juif sûr, passe avant des dizaines de juifs? Peut-être. Ça, c'est la grosse souga. C'est bon? Alors là, on va débuter le cours. À mon avis, c'est pas peut-être, c'est sûr. Alors, les terroristes qui sortent de cette prison-là, ils sont encore plus extrémistes que quand ils sont rentrés. Ils vont se faire tuer. Ils ont une idée encore plus alors folle. déjà, c'est pas imminent. Et en plus, sûr et pas sûr, il n'y a rien de sûr dans la vie. Mais bon, c'est presque sûr. Alors on avance. Il y a une Tosefta qui raconte comme ça. Il y a une Tosefta qui dit qu'il y a des goïms qui viennent nous voir et qui nous disent donnez-nous, on a envie du sang juif. Donnez-nous 10 juifs, sinon on tue tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Tu les tues d'abord, et voilà, ça s'arrête là. Tu tues qui? Ceux qui demandent, Tu peux pas, ils sont plus forts que nous. il n'y a pas de plus fort. Tu sais pourquoi? Parce que déjà, nous, on est déjà technologiquement avancés. Aujourd'hui, de des milliards imagine-toi, d'années par rapport à eux. ils sont dans le ghetto de Varsovie. Les Allemands, ils marchaient mal. Tu parles de 48, là, je parle de 2025. Mon frère. Aujourd'hui, ils sont pas bien. Je le tue avant qu'il ouvre sa bouche. Alors la Tosefta, elle date de près de 2000 ans. La Tosefta, il y a 2000 ans. Donc c'était pas le même contexte. Ils demandent 10 juifs. Donnez-nous 10 juifs. Sinon, on tue tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? On donne personne. Ah, mais ils vont nous tuer. Nous, on n'est pas un peuple comme ça. Nous, on n'est pas des délateurs, des balances. Nous, on préfère mourir tous plutôt que donner un juif. C'est extraordinaire. Comme ça, T'as raison, mais ça fait partie de Shirut Damim. On meurt, on doit se laisser mourir, il a raison, on doit se laisser mourir que pour 3 avérotes. Les 3 avérotes capitales. C'est quoi les 3 avérotes capitales? Les 3 avérotes capitales, c'est quoi? C'est que les mauvaises mœurs, le meurtre, d'accord, et Avodazara. Donc si on te demande de faire Avodazara, de tuer quelqu'un ou de faire une avéra avec une femme interdite, tu te dois de te laisser tuer. Là, ça fait partie un petit peu
c'est comme un petit peu le meurtre. Donc on se doit de se laisser mourir. Et, d'accord, tu vois le danger arriver et en gros, tu peux rien. Tradak. Alors, il y a des gens qui ont dit, alors quoi, on se laisse faire, c'est pas, la Torah, c'est pas mathématique. Moi, j'ai fait l'armée, j'en ai un sein militaire, mais je préfère partir au combat et défendre mon peuple. Alors, t'as raison qu'on va pas se laisser faire, entre guillemets, simplement. Il faudra, du coup, si on est tous en danger, il faut se battre. Mais en tout cas, on n'a pas à transmettre des juifs. On n'a pas à C'est pas transmettre. notre rôle de partir au combat, mais je ne vais pas laisser attendre que le danger vienne sur nous. Moi, dire. Est-ce que la question, elle est... C'est que dans ce monde, on peut pas anticiper. Hein? On peut pas anticiper. Oui, on peut pas anticiper, mais il faut pas attendre le danger qui nous tombe dessus. Regarde le 7 octobre, par exemple. Mais parce que ça a été mal géré, c'est tout. Il y a eu une embrouille, ça tient pas. Il y a eu un mauvais, comment dirais-je, une mauvaise information qui n'est pas passée au bon moment, c'est tout. Tout le problème, il est là. Voilà. Ils envoyaient tout là-bas en Jordanie, alors qu'on envoyait tout là-bas. Puisque même Biden, il a dit, il fait mieux vivre en Israël que de vivre là-bas dans le monde. Quand tout le monde croyait que tout allait être nickel, magnifique. Oui. Alors, on y va. Allez, on y va. Donc, la Tosefta, elle dit comme ça. Maintenant, est-ce que c'est pareil ou pas? Est-ce que c'est pareil dans notre cas ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, quand ils demandent des terroristes, ça s'appellerait donner des juifs? Ça veut dire qu'on donne tous les juifs qui vont potentiellement être tués pour, en contrepartie, libérer ces otages. Dans ton sens. Si tu dis que c'est pas sûr. Non. Et si c'est sûr, et si c'est presque sûr, comme tu dis? Non, c'est pas presque sûr. Il n'y a pas, s'il faut que tu sois sûr. Alors même si c'était quasiment sûr, d'accord? Même si c'était quasiment sûr, le Chazon Ish, il fait une différence. C'est quoi la différence? Ici, il dit le Chazon Ish, donner avec tes mains des juifs sachant qu'ils vont se faire tuer, ça c'est un acte cruel. Ça c'est un acte cruel. Ça veut dire donner des juifs, laisser tomber des juifs pour... Alors on y va. Pendant une des guerres d'Israël, il y avait une fois une opération qui s'est passée et qui était assez tragique. Il y avait dans le Sinaï, je crois, il y avait un avion israélien qui s'était trompé et qui se dirigeait pour aller bombarder une unité israélienne. Il croyait que c'était une unité, donc j'imagine le cas. Il y a un avion israélien qui va bombarder cette unité israélienne. De l'autre côté, il y a une autre unité israélienne qui voit l'avion. Ils comprennent la situation immédiatement. Ils n'ont aucun moyen de prévenir. Ils n'ont aucun moyen de prévenir l'avion pour lui dire, dis-moi, attention, tu vas... Qu'est-ce qu'on fait? On abat l'avion ou on n'abat pas l'avion? Non, on essaie de l'envoyer. On peut pas. Là, on n'est plus il y a 2000 ans, on est en 2000. Tu peux pas... On abat l'avion et c'est qu'un missile il s'éjecte et tout le monde est sauvé. On n'abat pas. Alors, a priori, d'après la Tosefta, ça sera interdit. Pourquoi? Parce que là, je vais tuer une personne pour sauver des dizaines, des centaines de personnes. On a dit que c'est assourd. Est-ce que c'est pareil ici? Pas pareil. Mais en vol, C'est pas pareil. en C'est comme le long de la mer, c'est avion, pareil. il reste que de Non, mais est-ce que lui, il est conscient? 2000 Non. soldats. Il y a 2000 soldats. Du fait qu'il soit pas conscient que ce soit des juifs, Et alors? déjà c'est différent. C'est dans sa façon de penser déjà. D'accord, tu veux dire que c'est assourd ou c'est Sa moutard? conscience. Moi j'aurais dit je le bute. Et pourquoi? Te dire déjà, en plus de ça, il est pas conscient et je le tue? Ah, je croyais que t'allais dans l'autre sens. Non, ouais, Moi, je suis d'accord. Je vais dans l'autre sens. Moi, je dis, d'après la Tosefta, il semblerait... Quand je vois ça, cette situation, si j'ai pas Parce que tu réfléchis mathématiquement. En tout cas, qu'est-ce que la Torah, elle dit? A priori, elle dit qu'on ne tue pas un juif pour en sauver des dizaines. Pour en sauver des centaines. Non? Il y a juste une petite, éventualité. C'est quoi l'éventualité? C'est qu'il y a un digne de Rodef. C'est quoi ce digne de Rodef dans la Torah? Si je vois quelqu'un courir après un autre pour le tuer, je peux
tuer le rodef. Rodef, c'est le poursuivant. Quand il y a un poursuivant, non, ouais. Quand il y a un poursuivant qui va tuer, quel qu'il soit, quelle que soit la situation a priori, eh ben je peux le tuer. Toute personne qui poursuit un autre, je peux la tuer. Un katane, un enfant il joue avec un bouton. D'accord? Un enfant il joue avec un bouton. Maintenant je vois que avec ce bouton, je sais pas moi, il peut faire déclencher une bombe. Je peux le tuer. Mais c'est un enfant, il sait pas ce qu'il fait. Il a un digne de rodef. C'est comme ce qui m'arrivait en Israël. J'étais avec de Beersheba. Il y a un gosse avec un laser. Tu connais les lasers rouges? Ah ouais. Il jouait comme ça sur sa fenêtre. Et il pointe. Wow. Et moi, je me retourne avec mon œil, je savais pas c'est qui j'avais peur. Imagine si j'aurais fait feu. Un gosse. Un din, le rodef, c'est un din particulier dans la Torah. C'est-à-dire toute personne qui poursuit, j'ai le pouvoir de le tuer. Là, a priori, nous, quand on voit l'avion qui va bombarder cette unité, il a un din de rodef, donc je pourrais le tuer. Midin rodef, je fais pas parce que je le tue pas, parce que ça passe avant, c'est mathématique. Un juif dit juif, je fais passer avant. Non, c'est parce que c'est un din de rodef. Est-ce que ça marche ou pas? Dire Rav Eliashiv, quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah n'a pas le statut de rodef. Quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah, ça veut dire rodef, tu peux le faire si tu fais pas exprès. Si tu... Plein de cas de figure, tu peux t'appeler rodef. Mais si tu es en train de faire une mitzvah, tu t'appelles pas rodef. Là, le pilote d'avion, il est en train de faire une mitzvah. Il va à la guerre pour sauver des juifs, pour aider les juifs. On s'en fiche, il n'a pas un digne de rodef. Quelqu'un qui fait une mitzvah, quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah, quelqu'un qui fait... Ça c'est magnifique parce que ça fait penser à Eliyahu. Ça veut dire en fin de compte, tu es en mitzvah. Alors si tu n'as pas l'intention, un enfant, il n'a aucune intention, il ne sait pas que quand il joue à ce bouton, il va faire sauter un immeuble, il va tuer 10 000 personnes. Non, il a le digne de rodef. Donc même sans conscience, tu as le statut de rodef. Par contre, il y a une carte joker. C'est quoi la carte joker? Tu es en train de faire une mitzvah. Si tu es en train de faire une mitzvah, si tu es en train de faire une mitzvah, tu as la carte joker. Et là, comme le pilote il est en train de faire une mitzvah, défendre des juifs, et ben en fin de compte il n'a pas le statut de rodef. Donc même mitzvah de la Tosefta, du fait de la Tosefta qu'on a cité, tu n'as pas de permission de le tuer. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas passer un juif, on ne fait pas passer 100 juifs avant un juif. On n'a pas le droit de tuer un juif, d'accord, pour sauver 100. Du fait du digne de rodef, là aussi il n'a pas le statut de rodef. D'accord? Maintenant, il demande à Israël Zebachan, et si c'est l'unité même qui va se faire bombarder, qui se rend compte de la situation et qui voit un avion qui fonce vers eux, et eux ils ont la possibilité de se défendre. On change la question là. Si c'est maintenant l'unité elle-même, est-ce qu'elle a un droit de se défendre ou pas? Ou non, elle doit se laisser tuer, c'est dur. Alors, il y a une Gemara qui dit comme ça. Il y a une Gemara qui dit que si une femme, c'est des questions tragiques, hein, c'est des questions tragiques, mais c'est difficile à dire, c'est difficile à enseigner. Mais combien en vérité c'est beau? Pourquoi c'est beau? Parce que si ce n'est, encore une fois je me répète, mais si ce n'est la Torah qui nous donne les solutions, je sais pas comment on peut faire un choix. Comment on aurait pu faire un choix de se dire est-ce que j'ai fait le bon choix? Si ce n'est la Torah, quelqu'un qui a voilà, Gilad Shalit, est-ce qu'il se dit j'ai fait le bon choix de me faire libérer pour en fin de compte libérer d'un autre côté tous ces terroristes qui ont fait ces catastrophes? Si ce n'est la Torah, si tu réfléchis avec la Torah, tu dis bah oui, moi j'ai fait ce qu'il fallait faire à cet instant. Après il est arrivé ça, mais en fin de compte j'ai fait. Donc encore une fois, combien c'est important? Pourquoi? Parce que combien c'est important ces sujets-là pour au moins avoir, je parle pas pour le faire, mais Bezrat Hashem, que ça soit le dernier échange de terroristes et d'otages, Bezrat Hashem, qu'il n'y ait plus jamais de questions comme ça. Mais combien c'est important, je pense, pour avoir bonne conscience, pour comprendre quel est le regard de la Torah dans tout ça. Pourquoi? Parce que chez Israël, il y a toujours l'espoir, même si on sait qu'eux, ils nous haïssent, même si nous, on sait qu'ils nous haïssent. Okay? On a toujours cet espoir, nous, qu'ils fassent tchouva et qu'on puisse vivre ensemble et s'aimer entre frères et sœurs. Ah, on y va. Avant de revenir, ça, le truc, le fond, on va revenir sur la prise d'otage. Tout autour, il y a des cramours. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as la pourriture autour. On va revenir sur la prise d'otage. 2 minutes. Et tu vois l'histoire sur Ray Sharon. Oui. Quand il y avait le gauche cassif,
il avait fait je trouve qu'il a fait une bêtise monumentale. Bon, alors on peut pas réfléchir après coup, c'est plus facile. Tu le rends, c'est tout. Allez, on avance. Non, mais regarde, quand il a rendu, 8 ans après, il y avait quoi? Le Hamas. Et s'il n'avait pas du tout rendu ça, le Hamas n'aurait jamais fini. Alors, c'est difficile de réfléchir après coup. Encore une fois, c'est difficile de... C'est un animal, c'est un Obama. Allez, on avance. On avance. Il y a une Mara qui raconte dans Maseret Sanhedrin. Elle dit une maman, elle est en train d'accoucher. Scène tragique. Une maman, elle est en train d'accoucher. Le bébé, il met en danger la maman. Elle est en train d'accoucher, le bébé, il met en danger la maman. Et voilà que le bébé, on a le droit de tuer le bébé pour sauver la maman. Pourquoi? Le bébé, il a un statut de rodef. C'est dur, hein? Le bébé, il a un statut de rodef. Pourquoi? Il a un poursuivant. Il est là pour tuer sa mère tant qu'il n'est pas sorti. Une fois qu'il a commencé à sortir le bébé, et là, il est en danger, il faut faire un choix, on ne peut pas faire de choix. C'est une âme contre une autre âme. Tant qu'il n'est pas sorti, il n'a pas le statut vraiment de vivant. Et donc, on a un statut de poursuivant avec une vie juive. On tue le poursuivant pour sauver la vie juive. Une fois qu'il est sorti, c'est une âme contre une autre âme. Qu'est-ce qu'on a dit, une âme contre une autre âme? La Tosefta, elle dit on tue pas. On se laisse les choses se faire. Dit, demande le Meiri, Ma'adin, si la maman, elle veut tuer le bébé. Non, le bébé, si le bébé il n'est pas sorti, encore une fois, on peut tuer. Le bébé il est sorti. On a un contre un, nous on a dit on n'a pas le droit de toucher. Maintenant la maman qui est dans le sujet, Ma'adin pour elle. Si le bébé il est sorti, si, il est au milieu, il est bloqué. Non, mais est-ce que tu as le droit de te sauver? Tu as le droit de te sauver. En vérité, c'est la même question que nous. Est-ce que l'unité qui va être bombardée, elle a le droit, elle, de se défendre? Alors, est-ce qu'il y a le digne de Rodef ou pas? Mais là, on a un choix. Soit la maman, elle va mourir, on pourra sauver le bébé. Donc la maman, en vivant, elle met en danger le bébé. Soit, on a le bébé qui met en danger la maman. Les deux, ils sont Rodfim. C'est bien, mais c'est le plus fort qui gagne. Ah d'accord, le plus fort, donc on laisse les choses se faire. Pourquoi le plus fort, c'est la maman? Attends, maintenant on demande, est-ce que nous, c'est pour ça que nous, on n'a pas le droit de se mêler. Maintenant, est-ce que la maman, elle a le droit de se mêler? Le Meiri ramène deux chitotes. Il ramène Chachmé Adorot, que elle a le droit. Nous, on n'a pas le droit de toucher, mais elle a le droit parce que elle, c'est une défense. On avance. Donc, la personne elle-même qui est dans le sujet, elle peut se sauver. D'accord, elle peut tuer l'autre pour se sauver. C'est bon, on avance. Autre question, il demande dans une guerre en Israël, ça s'est passé, il y a deux parachutistes qui ont sauté et les fils ils se sont entremêlés. Maintenant, ils voient le parachute, il a pas assez, les deux parachutes ils sont entremêlés. Les deux vont mourir. Est-ce que un il a le droit de couper les fils de l'autre? C'est dur, hein? c'est parachute de Rodef. Mais les deux, ils sont parachutes. Ma vie contre ta vie. C'est ma vie contre ta vie. Qu'est-ce qui passe avant? A priori, on a dit d'après la Tosefta, nous, on n'a pas le droit de faire passer un avant l'autre. Mais d'un autre côté, chacun il a le statut de Rodef l'un contre l'autre. Mais d'après les Chachmé Adorot qu'a ramené le Meiri, chacun il a le droit de couper les fils de l'autre. Parce que lui, quand il est... Chacun il a le statut de chacun il a le droit de sauver l'autre pour sauver sa vie. On avance. Et alors, qu'est-ce qu'il fait alors? Voilà. Alors chacun il a le droit de tuer l'autre pour sauver sa vie. Ça ferait quand même un petit peu... Ah évidemment, ça sera le plus rapide. Là, ça sera la loi. mais voilà, parce que là, maman... Quand j'arrive comme ça, c'est contradictoire par rapport à ce que c'est. Ah, parce que tu as sauté des étapes. Ouais. On a dit la Tosefta, elle dit qu'on ne fait pas passer une vie avant un autre. On a avancé, on a dit que, mais peut-être l'un, il a le statut de Rodef, de poursuivant, donc on a le droit de le tuer. On a dit que dans l'avion, il n'a pas le statut. Rodef, c'est un poursuivant. Quelqu'un qui vient poursuivre un autre, on peut le tuer. Moi, je vois dans la rue quelqu'un qui court après un autre, quelle que soit la raison, je m'en fiche. Il a raison, il n'a pas raison, il a tort. J'ai le droit de le tuer. D'accord? Mais, peut-être qu'il a le statut de Rodef, l'avion. Du coup, le pilote. D'accord? Mais d'un autre côté, on a dit, Rav Eliashiv, il a dit non. Quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah, il n'a pas le statut de Rodef. Tu étais là, je crois.
D'accord, jusqu'à là, tu étais là. On a dit, mais alors, Ma'adin, si l'unité elle-même qui est poursuivie, est-ce qu'elle a le droit de tuer? Je répète, est-ce que l'unité qui est poursuivie, elle a le droit de tuer pour se défendre? Alors, on a ramené un cas du Lagmara et un Chachmé Adorot, à l'époque du Meiri, qui dit que oui. La personne en danger, par contre, elle a le droit de se défendre. D'accord? Même si nous, on n'a pas le droit extérieurement de sauver une vie, de donner priorité à l'une plutôt que l'autre, mais la personne... En pleine guerre à Gaza, par exemple, les balles perdues des militaires. On va voir d'autres cas. Tu sais qui va te tirer dessus. Je vais te prendre un autre cas encore plus tragique. Ils ont un otage et ils tirent sur nous avec l'otage. Est-ce que j'ai le droit de tuer l'otage pour tuer le terroriste pour ne pas, parce que sinon il va nous tuer. On a une idée. Ça, c'est t'as dit que ça, c'est sur le moment. Après coup, on se pose la question évidemment. T'as dit que oui. Hein? T'as dit que oui. Alors que, Michael, la loi de la mer, c'est quoi? La loi de la mer, c'est quoi? D'abord, tu es obligé de sauver quand tu vois un mec qui est en train de couler ou ou un bateau qui n'a plus de moteur, ou tu vois, tu es obligé d'aller le chercher, le sauver. Tu as l'obligation, c'est la loi de la mer. Pas si tu te mets en danger. Si tu te mets en danger, tu n'as pas de blessure. C'est une marloquette, mais j'ai pas de devoir, d'après le Babli en tout cas. D'après le Talmud Yerushalmi, j'ai un devoir de me mettre même en danger pour sauver autrui. D'accord? Moi, je sais pas nager. Je vois quelqu'un qui se noie. Ah bon, c'est un mauvais cas, parce que c'est un mauvais exemple. Parce que si je sais pas nager, c'est sûr que je vais pas le sauver. Mais on va dire, il y a un fort courant. Je me mets en danger pour sauver autrui ou pas? D'après le Yerushalmi, oui, je me mets en danger. D'après le Babli, c'est comme ça retenu la halakha, je ne dois pas me mettre en danger. Alors évidemment, c'est très, ça dépend de beaucoup de cas de figure. Ouais, c'est subjectif, parce que s'il y a un petit danger pour moi, je dis non, moi je préfère pas. Je préfère être. Il est nageur professionnel, il va faire. D'accord. Non, il n'y a même pas que ça. Donc, aussi c'est quoi la définition de ça? Si je me serais mis en danger pour mes intérêts personnels, j'ai le devoir de me mettre en danger pour sauver autrui. Si à ce niveau-là, je ne me serais pas mis en danger pour une augmentation, c'est le même niveau que alors, exactement. Ce que j'aurais fait pour moi, je dois le faire pour l'autre. Exactement. Donc, on avance. Ma'adin, il y a un électricien qui était en train de travailler sur un chantier, sur je ne sais quoi, et il s'électrocute. Son collègue, il vient pour faire sauter le courant, couper le courant et le sauter. Mais d'un autre côté, Manu, écoute, un électricien, il est sur un chantier et il s'est électrocuté. Son collègue, il va vite pour faire tout sauter pour le sauver. On lui dit attends, il y a un petit vieux qui est sur appareil respiratoire électrique dans l'immeuble. Tu fais sauter le petit vieux aussi. Tu sauves le plus jeune. Non, pour le petit on a dit, la Tosefta, elle a dit, on passe pas. La La Tosefta, elle dit, on fait pas passer. Le petit vieux, il a payé encore? S'il a payé ça. Non, attends, là, D'après priori, on tue pas le petit vieux pour sauver l'autre. Le petit vieux, il a même pas le statut de Rodef, là. Il a rien fait. Lui, dont tu veux, là, en fin de compte, c'est le vrai cas de la Tosefta. Tu veux tuer le petit vieux pour sauver un autre juif. De quel droit? La Torah, elle nous interdit, la Tosefta, elle nous interdit. C'est bon? On avance. A priori, on devrait dire que c'est assourd. Mais il dit Rav Israël Zilberstein, peut-être que l'électricité a le statut de Rodef. Non pas la personne, mais l'électricité. Alors l'électricité, c'est pas une personne. Mais en fin de compte, l'électricité, ça veut dire le courant a un statut de Rodef. Donc maintenant, on avance. On a appris maintenant que même une chose, entre guillemets, peut avoir un statut de Rodef. Jusqu'à maintenant. Attends. Le pilote, c'est pas le Rodef, mais l'avion, c'est le... Ah, d'accord, mais là, tu veux, c'est la personne qui pilote l'avion. Un avion en pilote automatique, c'est trompé. Non. Alors là, il pourra avoir le statut de Rodef et le tuer. La question, elle est, a priori, il semblerait ici qu'on aurait le droit, d'accord,
Donc si on considère que l'électricité a un statut de RODEF, je peux couper l'électricité pour sauver l'autre et je ne dois pas tenir compte de ce qui va arriver. C'est bon? La question, elle est, est-ce que maintenant on avance, hein, Manu? Manu, tout le shiur, il va crescendo. C'est des bases qu'on apprend. C'est assez difficile, c'est assez compliqué comme notion, mais en tout cas, on avance doucement. Demande, est-ce que s'il y a quelqu'un qui vient me poursuivre, il y a quelqu'un qui vient poursuivre un autre. Je vois un juif qui court après un autre pour le tuer. Maintenant, moi, j'ai que un RPG. C'est quoi un RPG? RPG, c'est les anti-missiles. Hein? chars, anti-chars, Ah oui. grosse arme. C'est-à-dire qu'on voit ça sur un char. Le problème, c'est si je vais tuer le poursuivant, je vais devoir faire exploser tout, ça va tuer des gens autour. Le RODEF, on a dit qu'on a le droit de le tuer. D'accord? Quand il y a quelqu'un qui poursuit un autre, j'ai le droit de le tuer. Dommages collatéraux, t'as le droit. Dommages collatéraux, c'est ça la question, on avance. Est-ce que dommages collatéraux, on a le droit ou pas? C'est une règle d'or, ça, les dommages collatéraux. Bien sûr, t'as le droit. Ils ont rien fait, ils ont rien demandé les pauvres. Mais t'as le droit, c'est un danger imminent, c'est un danger. C'est collatéraux. Normalement, ça. Alors, Hadak. Alors, dommages collatéraux, c'est moutard. Ici, l'électricité, on a dit, a le statut de RODEF. Mais ici, je vais tuer le petit vieux. Bah, c'est des dommages collatéraux. C'est dur, hein, de dire ça. Mais en tout cas, on considère le petit vieux comme un dommage collatéral. Ça veut dire que Tu sauves ton collègue, parce qu'il y a l'électricité qui veut le sauver, il y a un RODEF. Toi, tu as le devoir d'enlever le RODEF. Et d'un autre côté, tu tues les dommages collatéraux. Il a payé un acompte. On avance. Autre question. Est-ce que maintenant, des terroristes qui ont pris des juifs comme boucliers humains? Moi, je suis une unité de Tzahal, on se fait tirer dessus par des terroristes qui ont pris des boucliers humains. Est-ce que je peux tuer les boucliers humains pour tuer le terroriste? Je pense que oui. Je pense que oui, maintenant si tu peux éviter, tu évites. Ah, mais on a dit, on ne fait pas passer un avant l'autre. Ouais. Mais dans ce genre de situation... Mais ici, c'est un cas de dommages collatéraux. Le terroriste, il a le statut de RODEF. D'accord? A priori, on semblerait dire que c'est assourd. Pourquoi il semblerait dire que c'est assourd? Parce qu'on a dit qu'on ne fait pas passer une vie avant une autre. Tuer si on peut. Et donc là, aussi pareil, on n'aurait pas le droit de faire passer une vie avant une autre. Mais peut-être que c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'ici, ce n'est pas un acte de mise à mort qu'on fait. C'est un acte de sauvetage, comme il a dit le Chazon Ish au sujet de l'échange de... C'est-à-dire que quand on va donner des terroristes, quand on va libérer des terroristes, ce n'est pas un acte de... Tu tues pas immédiatement de juifs, tu mets en danger d'autres juifs. De cette manière, là, tu aurais le droit. Peut-être, il dira avec Israël de la chaîne aussi, ici, c'est un cas de quoi ici? Peut-être c'est un cas de... En temps de guerre, c'est différent. Hein? Dommages collatéraux, et c'est en temps de guerre. En temps de guerre, on ne réfléchit plus de la même manière. En temps de guerre, tu peux pas... Ils ont demandé en 1940 et quelques, ils ont demandé est-ce qu'on a le droit de bombarder Auschwitz en tuant tous les juifs qui y sont, mais de manière à sauver tous les juifs qui pourraient y être amenés. Ça va pas faire ça. Encore une fois, tu fais sauter Auschwitz, de cette manière et les camps de concentration. Okay. Tu fais sauter tous les camps de concentration. Le temps qu'ils reconstruisent, tu as sauvé des milliers et des milliers de juifs. Du coup, tu les as pas sauvés, tu les as mis dans un autre endroit, tu les as transférés quelque part d'autre. D'accord, mais tu vas leur éviter. Et tous les jours, il y avait dans les fours crématoires, tous les jours, il y avait des centaines ou des dizaines de milliers de juifs qui mouraient. Est-ce que toi, tu as le droit de bombarder les fours crématoires? Alors, dis si tu veux. Les fours crématoires. Quoi qu'il arrive, je suis là. Bon, ok, d'accord. Je te suis alors. C'est carrément parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, ils sont en train de souffrir. Exactement. Est-ce que j'ai le droit de les sauver? Est-ce que j'ai le droit de bombarder? Mais ça ne veut pas dire que les autres, ils vont pas souffrir entre-temps du. Enfin, à ce moment-là. C'est-à-dire que les autres qui vont arriver, ils vont peut-être souffrir autant. Alors, c'est des questions un petit peu, évidemment, c'est des questions tragiques. Hein. D'accord, donc, Manu, c'est très délicat. C'est délicat, hein. Alors, il dit que peut-être qu'on pourrait permettre de tuer une personne, par exemple, qui souffre dans ce monde, elle te dit des branchements. Alors ça, c'est encore un autre sujet. Tu vois, pareil, là, il met pas en danger. Là, il n'y a pas de sauvetage. C'est pas des chiens de la classe des Allemands. Elle est en train de souffrir, il fait froid, elle souffre, et on la frappe. C'est différent, c'est un autre sujet. On avance. Donc, il dira à Israël de Vachan, peut-être que dans ce cas-là aussi, on pourrait permettre, pourquoi? Parce que
dans un moment de guerre, bien qu'on a dit qu'on ne fait pas passer une âme avant une autre, la Gemara, elle utilise une expression qui est restée. Maï chazid de damar didach soumaktfe. Ça veut dire, qui te dit que ton sang il est plus rouge? De quel droit tu as le droit de tuer autrui pour te sauver toi? Ton sang il n'est pas plus rouge, mon ami, tu ne vaux pas plus. On est pareil. Donc, il dit, quand bien même, ici on est dans un moment de guerre. Un moment de guerre, de toute façon, les gens ils sont en danger. De toute façon, les gens ils sont en... Mais c'est ça le problème. Donc c'est pour ça qu'on 9 connaît mois qu'on dans aurait le ventre de la mer, que ce soit un arabe, un noir, un jaune, un vert, le sang il est rouge, toi, moi, lui, non. Tout pareil, on mange, on boit pareil, tout pareil. Il y a beaucoup de questions comme ça qui sont C'est posées. ça le truc. Est-ce qu'on aurait le droit de... On va passer à la conclusion. Mais est-ce qu'on aurait le droit... Il y a un... Ce qui s'est passé pendant le 7 octobre. Il y a un... comment ça s'appelle? Il y a un taxi, on sait dedans, il y a un terroriste. Le Shin Bet, il a été mis au courant. Il y a un terroriste à l'intérieur avec une bombe. Est-ce qu'on a le droit de bombarder la voiture de taxi, tuant le chauffeur de taxi qui a rien demandé, Mishkin? Oui, t'es obligé. T'es obligé de le faire. Pour sauver, pour la sécurité. A priori, on n'a pas le droit de faire passer un juif avant l'autre. Mais dans ce genre de situation, je te garantis que voilà, l'autre direct, le café, le juif, tout ce qui tu vas avec. Alors, Il peut faire un meurtre, il y a 10 une 000 petite meurtres. différence dans la Tosefta, que je n'ai pas ramené la fin de la Tosefta. La Tosefta, elle dit si maintenant ils nous disent donnez-moi tel juif et ils me donnent le nom, ou sinon on tue 10 juifs, Ah, oui, là on a le droit de leur donner. Pourquoi? Alors il y a une marque loquette, d'accord, dans la Gemara, mais a priori il est retenu la halakha qu'on a le droit de leur donner. Ouais, parce que là c'est pas nous qui mettons en danger, c'est eux qui ont choisi. Nous on n'a pas le droit de faire ce choix. On revient à notre échange de prisonniers. Aujourd'hui, ils demandent des terroristes qui, en contrepartie, risquent de tuer beaucoup de juifs. C'est du horreur. Alors, est-ce qu'on a le droit ou pas? A priori, on n'a pas le droit de mettre en danger, choisir parmi les juifs. Mais on a ramené le Chazanish. Chazanish, il a dit c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que ici, en fin de compte, c'est pas nous qui mettons en danger. C'est pas immédiat. Imaginez-vous, le Khazanish, il prend cet exemple. Imaginez-vous, il y a une grenade qui arrive il y a une grenade qui arrive. Il y a quelqu'un qui a la possibilité de la pousser. Mettre un coup de pied. Mettre un coup de pied dans la grenade. Il va éviter le groupement de soldats qui est ici. Il va leur éviter la mort. Mais d'un autre côté, quand il va tirer, la grenade, elle va tomber sur quelqu'un, un petit vieux là-bas qui va mourir. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Alors il dit le Khazanish, là c'est pas faire un choix. Quand on te dit donne des juifs, là c'est toi qui fais le choix. Là par contre dit le Khazanish, je suis dans un acte de sauvetage. On regarde pas mon action comme une délation, comme quelque chose de cruel, mais au contraire, on regarde comme un acte de sauvetage. Et là j'ai le droit. Dire à Ovadia Yosef, quand il demande des prisonniers et il demande de libérer des terroristes, eh ben je suis dans un acte de sauvetage. Je suis pas dans un choix que je fais. C'est pas un choix que je suis en train de faire. C'est un acte de sauvetage que je suis en train de faire à l'instant T. Alors ça met en danger autrui, certes, mais en tout cas là je suis en train de sauver des gens. Et donc là j'ai le droit de le faire. Premier argument de Rav Yosef pour NTV. Deuxième argument de Rav Yosef pour NTV, une armée qui sait que chacun de ses soldats, on ira le chercher coûte que coûte. Quoi qu'il arrive, chacun de ses citoyens, on ira le récupérer. Eh ben, c'est une armée qui part avec beaucoup plus de confiance en soi. Si un soldat, il sait qu'il part maintenant au front, et il sait qu'on va laisser sa dépouille là-bas, on va laisser ses parents dans la galère. Le type, il part avec... Nagara. Comme tu dis. Nagara, on dit Nagara. Mais quelqu'un qui sait qu'il part en guerre, part en sachant que, en fin de compte, on ira le chercher quoi qu'il arrive, eh ben il part avec beaucoup plus de confiance. Deuxième argument de Rav Yosef. Donc là, dans ce cas-là, eh ben on ira le chercher et on les échangera. Dire à Rav Yosef qui a été un psa qui est resté, on va dire à la fin de sa tchouva, il dit j'ai pas eu le temps de rendre la réponse à Yitzhak Rabin, qu'ils nous ont annoncé que l'opération a été un franc succès, au Hachem, mis à part Yoni Netanyahou, le frère de Binyamin qui est mort. Mais c'est les seuls qui est mort. Ouais. Tous les passagers ont été sauvés. S'en fout, madame. Ouais, une dame qui est restée à l'hôpital. Avoir les travers d'avion. En tout cas, ce qu'on retiendra à la halakha, je fais la conclusion. Ce qu'on retiendra à la halakha, c'est que la plupart des Gdolim, ils disent qu'on échange. On échange. Ah, des terroristes, on les échange quand même. Comment il a dit Rav Ben Sion Abba Shaul à l'époque de NTB? Rav Ben Sion Abba Shaul, il a dit
On lui a dit, on donne des terroristes, on peut libérer des terroristes. Il a répondu comme ça, il a dit pourquoi il leur en manque des terroristes. Sous-entendu, ils ont de toute façon 2 millions de terroristes. 1000 de plus ou de moins, ça change quelque chose. Alors c'est vrai qu'ils ont libéré des têtes, entre guillemets. Là, dans cet accord, ils ont dit qu'ils ne libéraient pas ceux qui avaient des connaissances spécialisées dans certains points. Mais la réponse de Rav Ben-Sion, elle est belle. Il dit, de toute façon, ils ont des milliers de terroristes. Alors Ovadia Yosef, il a dit ça. De toute façon, ils nous veulent du mal. Il n'y a pas lieu de créer un engrenage. Ils nous veulent. Tant qu'ils pourront attraper un juif, ils l'attraperont. Dit Rav Ben-Sion, de toute façon, il y a 2 millions de terroristes là-bas. Donc, libérer un de plus, un de moins, tu mets un peu plus en danger. Ça s'appelle mettre un peu plus en danger pour sauver quelqu'un qui est dans un danger immédiat de mort. Ça passe avant. Ils ont posé, il y a la famille qui est venue dernièrement chez Rav Dov Lando. Rav Dov Lando, c'est le Rav qui est venu en septembre ici à Paris. Un des grands de la génération, surtout du côté Ashkenaz, qui est considéré comme le grand là-bas. Il dit, Rav Dov Lando, il a dit à la famille, on doit libérer, on doit faire cet accord. Ils lui ont dit à quelqu'un d'intelligent, il est venu derrière, il lui a dit, mais Kvodarav, on met en danger d'autres gens en contrepartie. Rav Dov Lando, il a dit, je suis pas politicien. Il dit, comment tu aurais réfléchi si c'était, comment Binyamin Netanyahou il aurait réfléchi si c'était son fils qui était là-bas parmi les otages? Il aurait réfléchi de la même manière ou il aurait dit directement, on fait l'échange? Pourquoi il répond comme ça, Rav Dov Lando? Moi, au début, quand j'ai vu la vidéo, quand il répond ça, j'étais un petit peu étonné. C'est pas le style de répondre. On répond, en fait, on utilise le sentimental pour répondre. C'est pas joli. On n'utilise pas le sentimental pour répondre. On voit ce que fait la halakha. Ce qu'il a voulu dire, c'est qu'une fois que la halakha elle a tranché, on réfléchit plus. On dit pas c'est un bon choix, c'est un mauvais choix. Une fois que la Torah. Et là, je viens avec ma conclusion personnelle. Je dis que ça m'a un petit peu. Pourquoi j'ai fait ces shiur Shabbat? J'ai passé encore une fois tout Shabbat à faire shiur sur ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé des rabbanim qui étaient contre. Alors je dis pas que les rabbanim qui sont contre, de Shalom, ils ont leur idée, ils ont leur pensée, etc. Mais ça m'a dérangé quand même. Bon, il faut savoir que voilà, la plupart des Gdolim, les grands de la génération, ils ont dit qu'il faut faire cet échange. Maintenant, nous, on est derrière. On est une fois qu'on a le psak. On a la chose, elle est tranchée. Une fois qu'on a ce psak, il faut aller avec conscience, tranquille. On a fait le bon choix. Ah, Gilad Shalit, ils ont libéré. On a vu des fois. T'as raison. Mais en fin de compte, eux, les Arabes, c'est quoi? C'est le bâton dans la main d'Akadosh Baruch Hu. On a fauté. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des coups de bâton. Akadosh Baruch Hu, il a choisi Sinoir, Marchemo et Zichro pour être le bâton, cette fois-ci. Mais Akadosh Baruch Hu, il aurait pu en choisir un autre. Maintenant, on peut, une fois qu'on a le psak, je dis pas tant qu'on n'a pas le psak. Tant qu'on n'a pas le psak, on réfléchit pas sentimentalement. Mais une fois qu'on a le psak, pour se réconforter, être sûr qu'on a fait le choix, il faut se dire qu'en fin de compte, tout ça, c'est il faut avoir la émouna. Là, on met la émouna. On met la émouna et on se dit à Kadosh Baruch Hu, de toute façon, il aurait pu en trouver un autre pour faire un attentat. Comme il a dit à Betzion, il y a des millions de terroristes. Si c'était pas lui, ça aurait été un autre. À Kadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il y a eu le 7 octobre. Alors voilà, il a fait libérer lui. Ok. Mais là, on peut mêler la émouna. On a fait le bon choix à Rabotai. Il a dit à Yitzhak Zilberstein, c'est pas ni Trump, ni l'affaiblissement de l'Iran, ni Nana qui a fait. C'est Akadosh Baruch Hu qui les a libérés. Il y a des rabbanim, encore une fois. Moi, on m'a envoyé un dossier qui avait 400 rabbanim qui étaient contre. Mais on réfléchit pas comme ça. Ça met des doutes dans le cœur des gens. Ça met des remords. Non, il faut pas réfléchir comme ça. Il faut réfléchir, voilà, les Gdolim, ils ont dit, on a fait le bon choix. Les Gdolim, ils disent que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors maintenant, on se dit, on a fait le bon choix. Ah, ça fait peur. Ah, mais il y a déjà eu des cas précédemment où ça s'est retourné entre guillemets contre nous, effectivement. Mais Akadosh Baruch Hu, il l'aurait fait, il faut mêler la émouna. Akadosh Baruch Hu, il l'aurait fait quoi qu'il, Akadosh Baruch Hu, s'il a décidé de nous frapper, il trouvera un autre bâton. C'est qu'un bâton. C'est qu'un bâton dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Ils peuvent rien nous faire sans qu'Akadosh Baruch Hu il décide. Voilà, se renforcer dans ça, qu'on a fait le bon choix. Remercier Akadosh Baruch Hu. Combien il faut remercier Akadosh Baruch Hu? Encore une fois, c'est pas l'affaiblissement, c'est pas Trump, c'est rien du tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui a enfin écouté notre pilote depuis 1 an et demi. En Israël. Akadosh Baruch Hu, il a fait. Alors déjà, il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour chaque. Il faut déjà remercier Akadosh Baruch Hu pour chaque vie qui est sauvée, c'est un juif, c'est un monde. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Il faut penser, il faut continuer à prier pour les autres. Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, il les libère. Amen, amen, amen.